Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour le terminal en spécialité physique-chimie. Donc dans le thème numéro 2, mouvement interaction, je vous propose la dernière vidéo, enfin l'avant-dernière vidéo du chapitre sur l'étude du mouvement d'un système au sein d'un champ uniforme. Et le but de cette vidéo, c'est très simple, c'est d'étudier tout simplement le mouvement d'un système qui est soumis dans un champ électrique, ok? Parce qu'on a beaucoup parlé de champ de pesanteur, ok? Mais je voulais vous montrer au moins un exemple là-dessus. Alors du coup, comme je l'avais dit précédemment dans plusieurs vidéos, je crois, je vais me baser sur un petit bac qui est celui-ci. Donc celui-là, vous le retrouverez facilement sur Internet. Normalement, c'est vous tapez bac physique chimie 2014, Liban, ok? Donc ça, il vient du Liban, ce bac-là. Et donc, c'est l'exercice numéro 2 que je vous propose sur les débuts de l'électron en physique. Alors, c'est un gros exercice qui vaut 9 points. On va pas tout faire, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire encore pour l'instant sur cette chaîne-là. Donc, pour l'instant, on va juste faire une première partie. On va juste faire une partie du sujet, donc il me semble que c'est la première partie. Mais après, donc, si vous êtes chaud, vous pouvez très bien faire la suite, ok? Bon, sachant que la partie 2, en fait, c'est juste la révision du chapitre, des 2 premiers chapitres de méca. Donc bon, on va pas revenir dessus. Là, je voulais absolument qu'on fasse la partie 1. Ok, c'est ça qui m'intéresse le plus. Alors, du coup, je vous laisse lire l'énoncé tranquillement. Nous, on va démarrer directement avec la première question, qui est la suivante. Alors, let's go. Donc, partie numéro 1. Alors, première question, donc c'est quoi la première question? On nous demande, sur le document de l'annexe à rendre avec la copie, représenter sans souci d'échelle et un justifiant du tracé, le vecteur force, donc ici la force électrostatique, en un point de la trajectoire de l'électron, le vecteur champ électrostatique en un point quelconque situé entre les plaques P1 et P2. Ok, et pareil, il faudra justifier les tracés. Donc, voilà. Donc bon, là, on va recopier directement le schéma, ce qu'on va faire. Pareil, si vous faites ça chez vous, essayez de pouvoir imprimer dessus. Si vous pouvez pas, c'est pas grave, vous faites comment, vous recopiez le schéma. Mais de toute manière, sachez-le au bac, des schémas comme ça, en général, on va pas vous laisser galérer à le reproduire. Ok, souvent, les schémas, ils seront donnés. Ils seront donnés directement en annexe, et ce sera à vous de les compléter directement dessus. Ok, donc rapidement, je reproduis mon petit schéma. Donc on y va. Première question, on va représenter nos deux vecteurs. Donc le vecteur force électrostatique et le vecteur tout simplement champ électrostatique. Alors, premièrement, pour la force électrostatique, on va pouvoir répondre assez rapidement. Pour la simple et bonne raison, c'est que votre objet, il est lancé votre électron plutôt, il est lancé depuis le point O. Et il va remonter vers le point S. Or, la seule force qui est présente ici, entre nos deux plaques, là, P1 et P2, là, donc entre les deux armatures là, sa force électrostatique. Ainsi, donc, conclusion, c'est bien la force électrostatique qui va permettre à notre électron de passer du point O au point S, c'est-à-dire qui va permettre à l'électron de monter. Ce qui veut dire donc que la force, elle est orientée verticalement vers le haut. Ok? Donc là, on nous demande de la représenter en un point quelconque de la trajectoire. Donc on peut la représenter par exemple comme ceci. Et donc j'essaie de la représenter à peu près verticalement. Voilà. Donc ça, c'est la force électrostatique. On nous dit donc de le faire sans souci d'échelle. Donc là, vous pouvez vraiment prendre n'importe quelle dimension. Second élément, c'est tout simplement le vecteur champ électrostatique. Donc là, le vecteur champ électrostatique, on vous dit, par définition, vous savez que F, c'est Q fois E. Ok? Donc la force électrostatique, c'est Q fois E. Donc si vous voulez tout simplement, pour avoir l'orientation du champ, tout va dépendre du signe de la charge, ok, du signe de Q. Or ici, le signe de Q, on dit, il vaut moins E, ok, puisque tout simplement, on est en présence d'un électron. Donc du coup, c'est-à-dire qu'on a une charge de signe négatif, qui est égale et qui multiplié par un champ va nous donner ceci, ok, va nous donner la force. Donc du coup, comme la charge est de signe négatif, par conséquent, on va donc avoir deux vecteurs qui sont collinéaires, mais de sens contraire. Ce qui veut dire que notre champ électrostatique, il va être également vertical, mais cette fois-ci orienté vers le bas. Du coup, là, le champ, il va être orienté verticalement vers le bas, ce coup-ci. Et ce, du fait que la charge soit négative. Ok, voilà. Alors du coup, pour les justifications, je vais rapidement vous les écrire quand même, parce qu'il fallait justifier les tracés. Pour la force et pour le champ, donc pour FE, on y va. Donc, comme l'électron, donc ici, est
il part vers le haut. Hein. Comme l'électron, il va partir vers le haut. Et que la seule force présente, c'est la force électrostatique. Alors, dans ce cas-là, conclusion, la force électrostatique est orientée vers le haut et verticalement. Ok, parce qu'il va partir vers le haut et de façon verticale. Ok. Pour le champ électrostatique. Donc, ça c'était pour la force, ça c'est pour E maintenant. Donc, justification. Donc là, du coup, par définition, on sait que force électrostatique, c'est Q fois E. Or, Q également E, donc c'est l'opposé de la charge élémentaire. Ce qui veut dire donc que Q négatif. Ainsi, en mathématiques, vous savez que quand vous avez un vecteur égal un nombre négatif fois un autre vecteur, ça signifie que nos deux vecteurs sont collinéaires, mais de sens opposé. Ok. Ainsi donc, FE et QE et E, collinéaires, de sens opposé. Donc, conclusion, ça signifie la chose suivante. FE, le champ électrostatique, est vertical et cette fois-ci orienté vers le bas. Voilà, donc là, c'est tout pour la question numéro 1 en termes de justification. De toute manière, si au cas où vous n'arriviez pas à bien vous repérer au niveau de la direction de ce champ, et de toute manière, vous disiez déjà qu'elle était verticale dans l'énoncé. Dans notre cas, vous aviez dans tous les cas, il fallait juste tracer une flèche verticale. Et après, au niveau du sens, tout dépend encore une fois du signe de la charge. Ok, bravo. Et réciproquement, si vous ne trouvez pas la direction de la force, comme vous savez que F égale Q fois E, et dans ce cas-là, automatiquement, FE collinéaire. Donc, même direction. Donc, automatiquement, déjà, la force électrostatique, elle est orientée verticalement. Ok. Et puis après, pour savoir le sens, là, on peut procéder par élimination. Si vous n'arrivez pas à le faire comme ça. Ok, comme je l'ai fait. Bon. Mais en tout cas, la meilleure manière de faire, c'est comme on a fait là, en justifiant bien correctement. Ok. Parce que de toute manière, il fallait justifier. Alors, question 2 de cette première partie. Donc là, c'est la question la plus longue, puisque en effet, on demande à l'aide de la deuxième loi de Newton de déterminer les équations horaires x de t et y de t du mouvement de cet électron. Ok. Alors, du coup, on y va. Donc, on va démarrer. Tout d'abord, on va dire que la seule force présente dans ce champ, donc dans le champ électrique, c'est la force électrique ou la force électrostatique. Ainsi, je vais donc pouvoir écrire que somme des forces extérieures, c'est égal à force électrique. Ok. Ce qui veut donc dire quoi? Par définition, je sais que somme des forces extérieures, là j'applique la seconde loi de Newton, c'est masse du système fois l'accélération, ce qui veut dire masse de l'électron fois son accélération. Égale donc, force électrostatique, c'est-à-dire Q fois E. Ok? Voilà. Donc du coup, si je veux la valeur de l'accélération, je dis que l'accélération de mon système, c'est Q fois E divisé par la masse de l'électron. Ok? Alors, maintenant, on va projeter tout ça sur un axe vertical. Ok? Et donc là, l'axe vertical, vous allez bien évidemment regarder, tout simplement par rapport à ce que vous avez tracé précédemment. Ok? Donc en projetant sur l'axe OY, on a la chose suivante. Donc on obtient la chose suivante. Donc on obtient que l'accélération, donc on va pouvoir comme ça déduire les coordonnées de notre système. Alors là on travaille en 2 dimensions, faut bien regarder l'énoncé. Pareil, là on dit qu'on est dans un repère OXY. Donc on travaille en 2 dimensions. Donc on va avoir l'accélération sur le X et l'accélération sur le Y. L'accélération sur le X, ça va être quoi?
comme votre objet, a priori, il est soumis à la force électrostatique, qu'on a dit qu'elle est orientée verticalement vers le haut, et bah du coup, par conséquent, vu que Q et E sont proportionnels, ok, vu que la force et E donc sont proportionnels, ils sont, on va dire même, ils sont collinaires, et ben dans ce cas-là, automatiquement, il va être de même direction, donc il va être verticalement orienté vers le bas. Et vu que E, il est également collinaire à A, ok, puisque Q et E, Q et la masse de l'électron, bah, c'est tout simplement des constantes, ok, bah, par conséquent, notre accélération va être orientée verticalement, soit vers le haut, soit vers le bas. Tout ça, tout va dépendre justement de la charge. Donc l'accélération sur X, elle est nulle. Et l'accélération sur Y, bah, elle vaut Q fois la valeur du champ, divisé par la masse de l'électron, ok, bravo. Et là, pareil, bah, pour savoir si le champ est orienté, bah, enfin, si l'accélération elle est orientée vers le haut ou vers le bas, bah, tout va dépendre de Q, ok, de la charge de Q. Comme Q est négative, dans tous les cas, en fait, on va avoir donc une accélération négative et donc tout simplement un champ qui va être orienté verticalement vers le bas, ce qui est bien vérifié ici. Donc ça, c'est pour les coordonnées du vecteur accélération. Et maintenant, bah, dans le second temps, je vais chercher les coordonnées du vecteur vitesse. Donc là, je vais appliquer ma définition du chapitre 1. Par définition, je sais que l'accélération, c'est dérivé de la vitesse par rapport au temps. Donc, en intégrant, et bah, on a donc la chose suivante. On a donc les coordonnées du vecteur vitesse qui, dans un premier temps, vont s'écrire de la manière suivante. La vitesse sur l'axe X, c'est égal à une constante 1. Et la vitesse sur l'axe Y, bah, c'est Q fois E, divisé par la masse de l'électron, fois notre variable, ici la variable T du coup, plus une constante numéro 2. Ok. Pour déterminer la valeur de ces constantes, on se place à T égale 0. Pareil, je ne t'ai pas dit quand j'ai fait le cours, mais la valeur de ces constantes, à chaque fois, c'est homogène à la grandeur que l'on recherche en X ou en Y. Ok, ou en X ou en Z. En tout cas, c'est homogène à une vitesse. Ok, dans ce cas précis. Donc, on se place à T égale 0. Or, à T égale 0, et bah, tout simplement, on a dit que la vitesse est horizontale. Donc, ça signifie que comme j'ai une vitesse horizontale, et bah, par conséquent, j'ai une vitesse qui va dépendre seulement de l'axe X. Ok, donc, autrement dit, j'aurai Vx égale V0. Ok, AT égale 0. Et Vy, bah, la vitesse sur Y, comme elle est horizontale, en fait, elle est parallèle à l'axe des abscisses. Voilà. Et bah, par conséquent, la vitesse sur l'axe Y est nulle. Ok, bravo. Pour mieux voir ce que je raconte, parce que certains peut-être ont un peu de mal à voir. Donc, on va se passer dans un ampère. O, X, Y. Bon. Si je veux lire donc la vitesse de mon système. Ok. Bon, on m'a dit que cette vitesse est horizontale. Voilà, V0. Bon, pour ceux qui capteraient pas, donc, comme je vous l'ai dit, donc on a notre vitesse qui est horizontale. Ok, voilà. Donc, qui dit vitesse horizontale, qui dit, et ben là, donc on va avoir une allure de ce type-là. Ok, voilà. C'est-à-dire que selon l'axe X, notre vitesse ne va pas varier. Et donc, si je projette sur l'axe des abscisses, et donc pour avoir une vitesse sur l'axe X, qui va être de ce type-là, et si je fais un peu de trigonométrie, ben en fait, je dirais que Bx, bah, c'est égal à quoi? Je dirais que cosinus de 0 est égal à, bah, normalement côté adjacent, donc ici ce serait tout simplement Vx divisé par V0 hypoténuse. Et en fait, cosinus de 0, bah, ça fait tout simplement 1. Et donc, j'aurai Vx égale V0. Voilà pourquoi j'ai écrit cette égalité. Et selon l'axe Y, et bah, habituellement, je ferai de la trigo aussi pour déterminer Vy. Et à un moment donné, bah, je me retrouverai avec sinus 0. Et là, sinus 0, bah, il se trouve que ça fait 0. Ok. Et voilà pourquoi la vitesse selon l'axe Y, elle vaut 0, tout simplement. Ok. Voilà, je vais pas nécessairement écrire, mais voilà. En tout cas, c'est ce que ça veut dire. Donc, on en déduit les équations horaires du mouvement sont la chose suivante. Donc pour la vitesse, on en déduit que Vx égale V0 et Vy, c'est donc, on a dit Q fois E divisé par la masse de l'électron fois T. Ok, maintenant, par définition, là je rapplique mes définitions du chapitre 1. Donc, or, par définition, je sais que
la vitesse de mon système, c'est dériver la position par rapport au temps. Donc, si je veux la position, et ben, je vais faire l'opération inverse de la dérivée, c'est-à-dire primitiver ou intégrer. Donc, en intégrant, on a donc la chose suivante. On a donc la position de notre système sur X, la position de notre système sur T. Ok, façon Y. Donc ainsi, on a X qui est égal V0 fois T, et on a Y qui est égal, attention, donc 1 demi, ou bien, donc là je vais écrire comme ça, 1 demi fois Q fois E divisé par masse de l'électron fois T carré, plus une constante à nouveau. Et là pareil, V0 fois T, plus une constante, donc on va dire plus constante 3, et là plus constante 4. Pareil, la valeur de ces constantes, elles sont homogènes à chaque fois à une position. Ok, je répète à nouveau parce que, au moins que ce soit clair. Donc là, ne me trouvez pas une vitesse. Ok, ça va paraître, c'est absurde. Puis pas additionner une vitesse avec une position. Ok, là on parle de position, donc c'est homogène avec une position, c'est les constantes que vous avez trouvées. Bon, là on vous dit qu'à l'instant t égale 0, l'électron il arrive au point O. Ok, le point O, il se trouve que c'est l'origine du repère. Donc, or, à t égale 0, l'objet, l'électron plutôt, part de O, ok. Donc, il se trouve que C3 égale C4, c'est-à-dire 0, par conséquent. Voilà, donc ça, c'est ce que l'on peut en déduire. Et donc, on va pouvoir en déduire les équations horaires du mouvement. Ainsi, on en déduit les coordonnées du vecteur position. On déduit que OM, les coordonnées de OM, c'est quoi? C'est X égale V0 fois T, et Y égale, du coup, 1 demi fois Q fois E. Je veux dire directement, je simplifie un petit peu, que c'est Q fois E divisé par 2 fois masse de l'électron fois T carré plus tout simplement 0. Ok, voilà. Donc on simplifie comme ça, au moins on gagne un peu de temps. Alors, maintenant, question numéro 3. Vérifiez que la trajectoire de l'électron a pour équation Y égale E petit e fois grand E divisé par 2 fois m enfin masse de l'électron fois V0 au carré fois x au carré. Alors, du coup, on y va. Question numéro 3. Donc, on va déterminer la trajectoire de notre électron. Ok, son équation de trajectoire. Alors, question 3. Donc là, ce genre de question, il faut pouvoir le faire vite. Donc, x c'est V0 fois t. Donc déjà, première étape, vous savez que vous voulez isoler t. Donc, partez de l'équation horaire la plus simple. Donc, V0 égale, enfin, x égale V0 fois t. Donc ici, si vous voulez t, vous dites c'est x divisé par V0. Ok. Deuxième étape, on part de l'équation horaire la plus compliquée. Donc là, je la recopie, c'est Q fois E divisé par 2 fois masse de l'électron fois T carré, tout simplement. Bon, à chaque fois que je vois T, je ne m'embête pas. Ce T là, c'est le même que le T que j'encadre en rouge. Donc du coup, je vais dire que Y c'est quoi? Alors Q, on peut remplacer ici, donc Q, on va considérer que, on peut dire que c'est la Q ici, c'est tout simplement égal à E. Ok, voilà, c'est la charge élémentaire. Ok, donc du coup, là on va juste simplifier un petit peu pour être comme dans l'énoncé. Et donc, du coup, on aura la chose suivante, Y égale E fois grand E divisé par 2 fois masse de l'électron fois T carré. T carré, c'est quoi? C'est X divisé par V0 au carré. On va simplifier un petit peu, ça fait Y égale E fois grand E divisé par 2 fois masse de l'électron fois la chose suivante. Vous avez un carré qui englobe toute la fraction. Donc, le carré peut aller au numérateur et il peut aller au dénominateur. Donc, ça fera x sur V0 le tout au carré, c'est x au carré divisé par V0 au carré. On va encore un petit peu simplifier. On va rendre ça un peu plus beau. Donc, ça fait E fois grand E divisé par 2 fois masse de l'électron fois V0 au carré fois x carré. Et donc là, on regarde rapidement si ça correspond à ce qu'on voulait. Et oui, je trouve que c'est exactement l'expression que l'on voulait. Donc c'est nickel, on peut encadrer. Ça correspond pile à ce qu'il fallait démontrer. Dernier élément. À la sortie donc ici de la zone entre les plaques P1 et P2, on dit que l'électron a subi une dérivation verticale SH, comme on l'indique sur le schéma, que vous deviez rendre avec la copie.
Ainsi, donc, on mesure la distance SH qui est égale à YS et qui vaut 2,010 moins 2 mètres. Déterminer alors, dans le cas de l'expérience, la valeur du rapport de l'électron divisé par la masse de l'électron. Et donc, on nous demande de conclure ainsi. Donc, on donne un certain nombre de dimensions. Grand L ici, c'est 9,010 moins 2 mètres. La vitesse initiale de l'électron, c'est V0 égale 2,410 puissance 7 mètres par seconde. Et la valeur du champ électrique qui est déjà donnée, c'est grand E égale 1,610 puissance moins 4, 10 puissance 4 volts par mètre. Alors, on va copier déjà toutes ces données et on va mettre ce que nous cherchons. Donc, c'est parti. Donc, on cherche, donc ici, la valeur de M électron sur grand E. Ok, bravo. Alors, non, pardon, j'ai inversé, c'est E divisé par masse de l'électron. Voilà, sinon c'est compliqué à faire. Un peu, mais bon, c'est pas le but. Donc, on met ce qu'on a qui va pouvoir nous servir. Donc, grand L, c'est tout simplement 9 fois 10 puissance moins 2 mètres. Ok. Pareil, quand vous copiez les données, mettez-les avec le bon nombre de chiffres significatifs. Vitesse initiale, V0, c'est 2,4 10 puissance 7 mètres par seconde, tout simplement. On a la valeur du champ électrique, grand E. Grand E, c'est 1,6 10 puissance 4. Et donc ici, c'est en volts par mètre. On a également donc YS. Donc l'attitude lorsque l'on sort de la plaque, lorsque l'électron sort. Donc c'est 2,0 10 puissance moins 2 mètres. Ok. Et ainsi on a toutes les données énoncées en tout cas. Donc, du coup, voilà la manière la plus simple de pouvoir écrire le rapport de masse de E sur la masse de l'électron. Et bah, a priori, c'est partir de l'équation de la trajectoire. Et donc là, c'est la meilleure technique qu'on puisse faire. Voilà. Mais donc, à un moment donné, il va nous falloir Y et il va nous falloir X. Bon, déjà, X, et bah, du coup, c'est la distance que vous parcourez en abscisse. Et donc, ici, dans ce cas de figure, et bah, tout simplement, ça va être équivalent à la longueur de la plaque. Ok. Et donc, ça va être équivalent à grand L. Donc, ça, c'est X. Ok. Parce qu'en effet, quand on sort quand la dérivation a été faite, donc la dérivation de notre électron, quand elle a été faite, là, la dérivation sur SH, et bah, on est au bout de la plaque, ok, sachant qu'on part initialement du point 0. Ok, donc on a bien parcouru la distance grand L en abscisse, ok. Bon, après j'ai Y, ça c'est nickel, voilà. L'attitude Y a été mesurée. Masse et donc E, on veut déterminer le rapport des deux. Et j'ai grand E, j'ai V0. Nickel. Donc maintenant, bah, c'est d'habidouille, on va faire des maths. Ok. Donc, or, et là vous reprenez l'équation que vous avez prise d'après la question 3. Donc d'après la question 3, on a dit Y, c'est petit e sur grand E divisé par 2 fois masse de l'électron sur V0 au carré fois X au carré. Ok. Moi, le but, c'est d'arriver à écrire le rapport que j'ai entre masse, entre petit e et masse de l'électron. Donc, bah, tout simplement, je vais isoler tout ce qui me gêne. Voilà. Donc, je vais écrire que, dans ce cas-là, j'aurai Y, donc ceci est équivalent à dire que j'ai Y, d'une part, divisé par X au carré. On peut commencer comme ça. Égal, et donc là, multiplié par E, ça me dérange, donc je vais diviser par grand E également. Donc, Y divisé par X au carré fois E, fois grand E, c'est égal à E sur 2 fois masse de l'électron fois V0 au carré. Voilà, je peux déjà commencer comme ça. Là, je prends vraiment le temps de bien vous montrer comment on fait. Là, c'est quoi qui me dérange? Et bah, le but, je vous rappelle, c'est d'écrire E sur masse de l'électron. Donc, du coup, là, c'est la multiplication par 2 qui me dérange. Enfin, c'est la division par 2 qui me dérange. Et la division par V0 au carré. Et bah, c'est simple, ce qui est au dénominateur va revenir au numérateur. Donc, du coup, ça fera Y fois 2 fois V0 carré divisé par X carré fois E égale E sur masse de l'électron. Ok. Donc, ce qui veut dire E sur masse de l'électron, c'est égal à 2 fois Y fois V0 carré sur X carré fois E. Et après, bah, vous faites l'application numérique. Ok. Donc, application numérique. Donc, le rapport E sur masse de l'électron, bah, c'est égal à quoi? C'est 2 fois latitude, donc 2 fois Y. Donc ici, 2 fois 2,010 moins 2 fois la vitesse initiale au carré. Donc ici, 2,410 puissance moins 7
10 puissance 7 mètres par seconde. Donc là, c'est bien, ils vont nous donner la bonne unité. Parfois, il faut vérifier que c'est bien clair. Faut toujours vérifier. J'ai grand L, ok. X au carré, c'est grand L au carré aussi. Et donc ça, ça fait 9,0 10-2 que j'élève au carré. Fois la valeur du champ. Donc la valeur du champ, c'est 1,6 10 puissance 4. Ok. Et ainsi, donc on va pouvoir comme ça en déduire le rapport de l'électron sur de la charge sur la masse de l'électron. Ok. Avec ces données-là. Donc quand vous effectuez vos calculs, alors regardez bien avec combien de chiffres significatifs j'ai donné le résultat. Là, j'ai 2 chiffres significatifs ici, 2 chiffres significatifs, 2 chiffres significatifs, et là, 2 chiffres significatifs. Conclusion, le résultat, je vais le donner à 2 chiffres significatifs. Et donc, à 2 chiffres significatifs près, j'obtiens que le rapport est égal à 1,8 10 puissance 11. Ok. Alors du coup, là, on a des coulombs divisés par une masse. Donc ici, ça sera coulomb par kilogramme. Voilà. Ça aussi, faire gaffe, bien vérifier les unités que vous avez. Ok. Pareil. Donc ça, c'est ce que vous avez quand vous faites le rapport avec ces données-là. Là, bon, c'est un petit bonus que je vous propose. Je crois que c'était pas demandé dans le sujet. Enfin, je pense pas que c'était attendu dans le sujet, mais je vais vous demander quand même. Enfin, on va quand même le faire, on va pousser. Donc, cependant, avec les valeurs connues, donc ça, avec les valeurs connues depuis la seconde, en fait. Ça va se rappeler un petit peu la seconde. Avec les valeurs connues de E et de la masse d'électrons depuis la seconde, on a donc E divisé par masse de l'électron qui est égal à 1,6 10 puissance moins 19. Hein. Donc charge élémentaire, je le rappelle par définition, c'est 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Ça, c'est la valeur que vous connaissez en seconde. Et la masse de l'électron, ça fait 9,1 10 puissance moins 31 kg. Et donc, si vous effectuez vos calculs, vous obtenez aussi, à 2 chiffres significatifs près, 1,8 10 puissance 11 coulombs par kilogramme. Donc, en fait, conclusion, cette expérience permet ainsi de déterminer avec une grande précision, puisque là, on n'a pas d'écart relatif entre nos deux mesures. Et donc là, ça permet de déterminer avec une grande précision la valeur de la masse de l'électron. Ok, voilà. Et donc la valeur également, tout simplement de ce rapport. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne soirée en mathématiques et en sciences.